Alors salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la création des réseaux sociaux en PHP. Dans cette vidéo, comme promis, nous allons terminer notre petit système de Remember Me. Alors là, j'ai bel et bien la version 5.6 de PHP, donc je n'aurai pas de problème avec la fonction h=. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'on va faire? Le principe sera très simple. Nous allons générer un token aléatoire que nous allons stocker, que ce soit au niveau des cookies, mais également au niveau de la base de données. Ce qui sera stocké par exemple au niveau de la base de données, de même qu'au niveau des cookies, on va appliquer une petite modification afin que ce fameux token-là ne soit pas tout simplement en clair. Il y aura une version hachée de ce token qui sera présent en base de données. Après, ce que nous allons faire, c'est lorsque l'utilisateur va venir sur le site, afin de pouvoir le connecter de manière automatique, on va tout simplement vérifier à ce niveau-là, est-ce que le token qui est présent au niveau des cookies correspond au token qui est présent au niveau de la base de données. Si tel est le cas, pas de souci, on connecte automatiquement l'utilisateur. Dans le cas contraire, on ne fait rien, donc l'utilisateur devra lui-même se loguer. Donc, première des choses, nous allons créer notre table qui va nous permettre de pouvoir stocker les différents tokens. J'ai décidé de la mettre dans une table séparée. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est ce qui se fait généralement, mais deuxièmement, parce que cela va nous permettre d'avoir quelque chose de mieux structuré. Tout ce qui va concerner notre petit système de Remember Me, la gestion des tokens, sera dans une table séparée. Donc, sans plus tarder, je vais mettre ici MySQL-uroot-p afin de me connecter à mon serveur MySQL. Pas de mot de passe, je mets ensuite use boom et si je fais un petit show tables afin de voir l'ensemble des tables qui sont présentes au niveau de ma base de données, vous voyez que j'ai une table code qui contient l'ensemble de nos codes sources, une table micropost qui contient l'ensemble de nos différents statuts et une table users contenant nos différents utilisateurs. Ce que je vais faire à ce niveau, c'est créer une autre table que je vais appeler hot tokens pour dire que c'est cette table qui va contenir à ce niveau-là les jetons d'authentification, les tokens d'authentification. Donc, je mets ici create table. Ensuite, le nom de la table, ce sera ici hot tokens. Vous pourrez donner le nom que vous souhaitez. Ensuite, j'ouvre mes fameuses parenthèses et je passe à la ligne suivante afin de pouvoir lister chacun de mes champs. Je pouvais bel et bien le mettre sur une même ligne, mais cela va vous permettre de pouvoir mieux voir. Donc, nous aurons premièrement la clé primaire qui est l'identifiant. Donc, je mets ID. Ce sera un entier, donc je mets ici int et je vais rajouter primary key pour dire que ce sera la clé primaire. Donc je mets ici primary key. Je mets ensuite une virgule et je passe à la ligne suivante. Ensuite, nous aurons ce que nous allons appeler le sélecteur. Le sélecteur, c'est celui-là qui va nous permettre de pouvoir récupérer nos informations au niveau de cette table. Par exemple, je pourrais dire au niveau de la table hot tokens, sélectionne-moi l'identifiant, la date d'expiration, ainsi de suite, où le sélecteur est égal à ce sélecteur-là. Donc, c'est le sélecteur qui va nous permettre de pouvoir récupérer une entrée, un enregistrement au niveau de notre fameuse table hot tokens. Donc là, je vais l'appeler selector. Ce sera un varchar à ce niveau. Pourquoi pas, on va le limiter ici à 20 caractères, tout en sachant qu'il ne va même pas atteindre 20 caractères. Et après, je vais devoir m'assurer que ce token soit unique, afin que deux enregistrements de cette table hot tokens ne puissent pas avoir le même sélecteur. Puisque c'est celui-là qui va permettre de pouvoir sélectionner une entrée, il faudrait qu'il soit bel et bien unique. Vous allez comprendre plus tard l'intérêt du sélecteur, ne vous inquiétez pas les gars. Je mets ensuite une virgule. J'aurai ici également expires qui va me permettre de pouvoir déterminer la date d'expiration. Donc là, ce sera un date time. Donc je rajoute à ce niveau-là un date time. Nous aurons ensuite à ce niveau-là l'identifiant de l'utilisateur. Donc je mets ici user ID. Ce sera un entier. Je vais mettre à ce niveau-là un sign, ce qui va permettre de faire en sorte que ce fameux champ ne puisse avoir que des valeurs positives. Unsigned veut dire non signé, donc on ne pourra pas avoir des valeurs négatives, ce qui est tout à fait logique parce que l'identifiant de l'utilisateur, ce sont tout simplement des valeurs qui sont à ce niveau-là positives. Je vais rajouter également not nul pour dire que l'utilisateur doit forcément remplir ce champ-là, sinon son enregistrement va tout simplement échouer. Et nous allons terminer par notre fameux token. Je vais rajouter à ce niveau une virgule parce que je l'ai oublié à ce niveau-là. Ok, sorry les gars. Et là, je mets ici token. Notre token, ce sera également un varchar. Je vais le limiter à 64 caractères. Vous pouvez mettre 255 si vous ne voulez pas vous fatiguer avec ici ces nombres fixes, 20, 64, ainsi de suite. Donc je mets ma petite virgule à ce niveau-là et je rajoute unique au niveau ici du sélecteur pour dire que mon sélecteur doit être tout simplement unique. Je vais fermer maintenant la grande parenthèse et rajouter un point virgule. Croisons les doigts, normalement cela doit fonctionner et chez Kebam, j'ai ma table hot tokens qui a été créée. Je peux vérifier cela en mettant ici un petit describe
de hot token, ce qui va me permettre de pouvoir voir la structure de cette table. À ce niveau, si je valide, j'ai bel et bien mon identifiant qui est un entier qui représente la clé primaire. J'ai mon sélecteur qui est un varchar de 20 caractères maximum et à ce niveau-là, il doit être unique. J'ai ma date d'expiration qui est également un datetime. J'ai le user ID qui est un entier, mais à ce niveau, un entier non signé, c'est-à-dire qu'on n'aura que des valeurs positives. Et j'ai mon token qui est un varchar de 64 caractères maximum. Maintenant que notre table est créée, on va passer au code source. Je vais ouvrir rapidement Sublime Text qui est notre éditeur de texte à ce niveau-là. Je viens au niveau de Include, au niveau de Functions.php et nous allons créer deux fonctions. Une première fonction qui va permettre de pouvoir, que ce soit au niveau de la base de données, mais également au niveau des cookies, stocker le fameux token qui aura été généré de manière aléatoire. Et nous aurons besoin d'une deuxième fonction qui va nous permettre de pouvoir connecter automatiquement l'utilisateur. Donc j'aurai ici ma fonction RememberMe et j'aurai également ma fonction AutoLogin qui va permettre de connecter l'utilisateur de manière automatique. Je vais tout simplement copier ce qui est présent à ce niveau-là et le coller tout juste en bas et remplacer le fameux E par RememberMe. Donc je mets ici RememberMe comme cela. Je vais enlever pour l'instant le paramètre parce que je ne sais pas si notre fameuse fonction aura un paramètre ou non et enlever également le corps de cette fonction là. Je copie ce que j'ai à ce niveau, je le mets également ici et on va remplacer RememberMe par AutoLogin. Donc je mets ici AutoLogin et checkez bon. Donc là j'ai fait un CTRL-D de trop, ce qui a fait en sorte que ce Michevich a été remplacé ici. Donc normalement si je fais cela, tout revient à la perfection. Donc les gars, ce qu'on va faire, on va mettre ici un pseudocode qui va nous permettre à ce niveau de pouvoir décrire toutes les étapes par lesquelles nous allons passer afin de compléter notre fameuse fonction RememberMe. Donc première des choses, ce sera quoi? Ce sera d'abord générer le token aléatoire. Donc je vais mettre ici générer le token de manière aléatoire. Ensuite, ce qu'il faudra faire, c'est générer également le sélecteur. Donc je fais ici générer le sélecteur de manière aléatoire comme cela et on va s'assurer que ce sélecteur là est unique. Donc s'assurer que ce dernier est unique et checker bon. Donc on génère le token de manière aléatoire, on génère le sélecteur de manière aléatoire également et on va s'assurer que ce sélecteur là est unique. Ce que je vais faire ensuite, c'est quoi? C'est enregistrer toutes ces informations en base de données. Donc je vais mettre ici sauver ces infos. Donc quand je parle d'infos, ce sera par exemple le user ID. Donc je vois que j'aurai besoin ici de l'identifiant de l'utilisateur. Donc on va dire que notre fonction RememberMe va prendre en paramètre l'identifiant de l'utilisateur. Donc l'identifiant de l'utilisateur dont on voudra plus tard connecter automatiquement. Ok, donc ce sera ce paramètre qui est présent à ce niveau-là. Donc on stocke le user ID, le sélecteur également qui a été généré de manière aléatoire, la date d'expiration et au niveau de la période d'expiration on va dire ce sera 14 jours. Donc je vais mettre en parenthèse 14 jours pour ne pas oublier. Et pour terminer, la dernière information à stocker ce sera le token. Pour le token, on doit s'assurer que c'est la version hachée qui est stockée au niveau de la base de données. Pourquoi la version hachée? Parce qu'on a dit cela va faire en sorte que même si notre base de données est compromise, l'utilisateur ne pourra pas connaître le vrai token puisque la version qui est stockée c'est une version hachée. Donc pas de souci à ce niveau-là. Une fois que je sauvegarde ces informations, je vais compléter en mettant ici en base de données. Je vais faire pareil. Maintenant, je vais créer un cookie que je vais appeler pourquoi pas hôte pour dire cookie d'authentification. Ce cookie en question également va expirer dans 14 jours. Donc je vais mettre ici 14 jours expires comme cela, pour avoir un petit matching avec ce qui sera stocké en base de données. Donc le cookie va expirer dans 14 jours, également ce qui est en base de données va expirer dans 14 jours. Pas de souci à ce niveau-là. Ensuite, il faudra que ce cookie soit en HTTP only, comme on l'a vu, pour éviter les attaques XSS. Donc je dois mettre le HTTP only à true. Et qu'est-ce qui sera mis comme contenu au niveau de ce fameux cookie? On va tout simplement dire que à ce niveau-là, on va encoder en base 64. Donc je mets ici base 64 encode. On va encoder en base 64 notre sélecteur qu'on va concaténer ensuite avec un 2 points qu'on va également ici concaténer avec la version encodée en base 64 de notre fameux token. Donc je colle ceci et je remplace selector par token.
Donc, si on récapitule, les gars, qu'est-ce qu'on va faire? À ce niveau, on génère ici notre token de manière aléatoire. Ce token-là, c'est celui-là qui sera stocké en base de données. Mais vu qu'on aura besoin de récupérer le token en base de données via son sélecteur, il faudra également générer un sélecteur de manière unique qui sera associé à ce fameux token. Ensuite, une fois que ce sélecteur est généré, on sauvegarde ces informations au niveau de notre fameuse table Hot Tokens. Il y aura donc le User ID qui sera passé en paramètre à ce niveau-là afin qu'on sache plus tard quel utilisateur il faudra connecter automatiquement. Nous sommes obligés de le faire. Pourquoi? Parce que ces informations ne sont pas stockées directement au niveau de la table Users. On les a séparées, on les a mises au niveau d'une autre table. Donc il faudra une clé étrangère qui va permettre de pouvoir faire référence à un élément de la table Users. Et c'est ce User ID qui est présent à ce niveau-là. On va stocker également le sélecteur et la version hachée du token. Le cookie va expirer dans 14 jours, donc on va prendre la date actuelle, donc la date au moment où l'enregistrement a lieu, et on va lui ajouter 14 jours. Ensuite, il faudra créer un cookie qui sera présent au niveau du navigateur de l'utilisateur, qui lui aussi va expirer dans 14 jours. Et vu que nous aurons besoin de comparer à ce niveau plus tard les deux tokens, donc ce token qui est présent ici et ce token qui est présent à ce niveau-là, ce qu'on va faire, c'est quoi? Vu que celui-là a été encodé en base 64, on pourra le décoder. Donc, lorsque vous parlez d'encodage, à la différence ici du hachage, on ne peut pas déhacher. Ce mot n'existe pas, mais au niveau de l'encodage, une fois que vous encodez, plus tard, vous pourrez décoder. Donc, on encode un tant soit peu notre fameux token, ce qui fera qu'après, on va le décoder. Une fois qu'on le décode, on va hacher ce fameux token pour pouvoir le comparer avec cette version hachée-là. Si vous ne comprenez pas, les gars, ne vous inquiétez pas. Tout à l'heure, quand on va mettre le code source, vous allez le voir. Parce que notre objectif, c'est de faire quoi? C'est de comparer ces deux tokens-là pour voir s'ils sont égaux. Vu qu'on ne peut pas revenir au token initial, étant donné que ce premier token a été haché, ce qu'on va faire, on prend cette version-là qui a été encodée, on la décode et ensuite on va la hacher afin de la comparer à cette version hachée-là. Maintenant, le sélecteur qui est présent à ce niveau, son rôle, c'est de nous permettre de pouvoir récupérer ce token haché là, puisqu'on pourra dire par exemple, viens au niveau de la table Hot Tokens et sélectionne-moi ici le token, le User ID où le sélecteur est égal à ce sélecteur là. Et grâce à ce sélecteur qu'on aura également décodé, donc il faudra faire un B64 decode, donc décoder ce sélecteur également, et ensuite on va l'utiliser pour pouvoir récupérer ce token haché et comparer maintenant à notre token qu'on aura décodé et haché. Alors pas de souci, continuons parce que je ne veux pas que cela ressemble à du charabia. Lorsqu'on va y revenir, vous allez le comprendre. Donc pas de souci, on va implémenter tout ce qu'on a dit afin que tout devienne clair. Donc pour générer ici ce token de manière aléatoire, au niveau de l'article qu'on avait lu, on avait vu qu'on avait plusieurs solutions. On pouvait utiliser une librairie qui a été créée par les gars du site web, donc Reason & Core. On pouvait également utiliser un algorithme de Anthony Ferrara avec sa librairie random libre. On pouvait utiliser également d'autres fonctions comme OpenSSL random, ainsi de suite. Donc là, pourquoi pas, on va faire simple, on va utiliser OpenSSL random pseudo byte. Donc là, on va venir à ce niveau. Je vais taper Google et on va rechercher OpenSSL random pseudo byte et voir comment l'utiliser au niveau de PHP. Donc je mets OpenSSL underscore, voilà, random pseudo byte. Je clique à ce niveau-là. Normalement, le paramètre, c'est la longueur. Donc, shake et bam. Donc, je vais copier notre fameuse fonction et je vais stocker ce Mitsubishi au niveau d'une variable qu'on va appeler, pourquoi pas, token. Donc, je mets ici token, je colle cela et maintenant, à ce niveau-là, je vais mettre comme taille 24. OK? Donc, on va générer ici notre token qui sera aléatoire et la taille ici, c'est 24. On va pourquoi pas dès le départ tester cela. Donc, je vais faire un petit die de $token. Je mets un petit point virgule, ce qui revient à dire que je dois tenter d'appeler cette fonction remember_me et lui donner un paramètre. Donc je peux venir au niveau de index.php. On a inclus ici functions, pas de souci. Donc je pourrais venir mettre à ce niveau-là remember_me et je vais donner une valeur comme cela, par exemple ici 1. Si je me rends au niveau du navigateur, je vais tenter d'actualiser la page. Check et bam, vous voyez, c'est ce qui est renvoyé. C'est vraiment quelque chose d'aléatoire. Au fur et à mesure que j'actualise, vous voyez, j'aurai vraiment quelque chose qui sera aléatoire. Il y a même certains caractères qu'on peut difficilement représenter à ce niveau-là. Donc pas de souci, tout est bon. Je reviens maintenant au niveau de functions.php. Une fois qu'on a généré notre token de manière aléatoire, il faudra générer également le sélecteur de manière aléatoire et s'assurer que ce sélecteur est unique. Pas de souci.
Je vais utiliser cette même technique là, copier ceci, le mettre à ce niveau. En lieu place de token, ce sera pourquoi pas selector. Et maintenant, en lieu place de longueur 24, on va mettre ici longueur 9. Là, on a généré notre sélecteur de manière aléatoire, mais on ne s'est pas assuré que ce sélecteur là est unique. Pour s'assurer qu'il est unique, on va tout simplement faire quoi? On va aller vérifier en base de données, est-ce qu'il existe déjà un token qui a ce fameux sélecteur là. Je sais que déjà au niveau de la création de la base de données, on a mis une petite contrainte. On a dit que le sélecteur doit être unique, mais ça ne nous coûte rien de le vérifier également au niveau de notre code source. Donc je vais dire que tu vas tenter de générer un sélecteur tant que tu trouves un sélecteur qui est déjà présent au niveau de notre base de données. Donc tente de générer un nouveau sélecteur tant que ce sélecteur que tu as trouvé est déjà présent en base de données. Donc il va répéter cela indéfiniment jusqu'à ce qu'il puisse trouver un sélecteur qui n'existe pas déjà en base de données. Donc je mets do while, c'est-à-dire répéter tant que, et là je vais pourquoi pas créer une fonction cell count qui va prendre 3 paramètres. Le premier paramètre, ce sera la table au niveau de laquelle il faudra vérifier. Le deuxième paramètre, ce sera ici le nom de notre fameux champ. Et le dernier paramètre, c'est la valeur qu'il faudra vérifier. Ici, c'est $selector. Parfait. Donc, notre fonction cellCount va nous retourner le nombre d'enregistrements qu'elle a trouvé. Donc, tu vas répéter tant que le nombre d'enregistrements est supérieur à 0. C'est-à-dire qu'on a trouvé au moins un enregistrement qui a déjà ce sélecteur-là. Créons rapidement cette fonction cellCount avant que je ne l'oublie. Donc, je colle cela. Je vais remplacer ce commentaire par cellCount. Et je vais mettre ici, retourne le nombre d'enregistrements trouvés respectant une certaine condition. Je sais que vous serez beaucoup plus ici explicite que moi, mais pas de souci. J'ai tenté au moins de pouvoir documenter cette fonction là. On va remplacer ici E par tout simplement cellCount. Donc je mets ici cellCount comme cela. En premier paramètre, on a dit c'est la table, donc je mets ici table. En deuxième paramètre, c'est le champ en question. Et en dernier paramètre, c'est la valeur. Donc si je descends, je vais vérifier que c'est bel et bien ça. J'ai la table, j'ai le champ et j'ai la valeur. Pas de souci. J'aurai besoin ici de me connecter à la base de données. Donc je mets ici global DB. $DB, c'est tout simplement notre fameux objet PDO. Donc si vous vous rappelez, à chaque fois qu'on avait besoin de pouvoir utiliser la base de données, on faisait appel à notre objet global $DB. Donc je fais pareil à ce niveau là, et tout ce que je vais faire, c'est faire une petite requête. Donc je mets ici $DB comme cela, et je rajoute prepare. Ce que je vais faire, c'est sélectionner tout au niveau de notre fameuse table. Donc je mets ici $table comme cela, where. Donc vu que j'ai mis directement à ce niveau là notre variable, il me faut mettre des double quotes en lieu et place des simple quotes. Ok, et je vais remplacer pourquoi pas field par field name et value par field value afin que ce soit clair. Donc ça, c'est le nom du champ, field qui veut dire champ, donc le nom du champ et la valeur du champ. Donc sélectionne-moi tous les enregistrements au niveau de notre table qui sera passée à ce niveau là, dans notre cas hot tokens, tous les enregistrements où $field name. Donc $field name est égal tout simplement à $field value. Donc j'ai mis ici un point d'interrogation. Je vais venir maintenant exécuter notre requête préparée. Donc je mets ici execute. À ce niveau, ce sera un tableau et ce sera tout simplement $field value. Et ce qu'on va faire à ce niveau là, c'est retourner le nombre d'enregistrements qui ont été trouvés. Donc je mets ici return $q row count. Row count va compter le nombre d'enregistrements qui a été trouvé et vous retournez ce nombre là. Et nous, c'est ce nombre là, on va vérifier est-ce qu'il est supérieur à 0. S'il est supérieur à 0, c'est-à-dire qu'un enregistrement a déjà ce sélecteur là. Dans ce cas là, il faudra générer un autre sélecteur. Donc sélectionne-moi tous les enregistrements au niveau de hot tokens où le sélecteur est égal au sélecteur qui a été passé. Si tu en trouves, tu me comptes le nombre d'enregistrements que tu as eu à trouver et tu me le retournes. Moi, je vais donc l'utiliser afin de voir si je dois générer un nouveau sélecteur ou non. Donc, on vient de terminer également cette deuxième partie. Ce qu'il faudra faire, c'est enregistrer maintenant les informations en base de données. Donc, qui parle de base de données parle également de notre objet $DB. Donc, je mets ici global $DB. Pas de souci. On va faire également une autre requête. Donc, ce sera $q à ce niveau-là.
Je rajoute ensuite $db. Ce sera également une requête préparée. Cette fois-ci, on va mettre insert into, vu qu'on veut insérer des données. Insérer au niveau de la table hot tokens. Donc là, pendant qu'on y est, je viens de me rappeler qu'à ce niveau-là, au niveau de hot tokens, l'identifiant, je ne l'avais pas mis en auto increment. On va vérifier. Je mets ici use boom describe à ce niveau-là hot tokens. Je crois que j'avais laissé l'identifiant comme clé primaire, mais je n'avais pas mis auto increment. Chez Kebam, je ne l'avais pas fait. Donc ce que je vais faire, c'est premièrement supprimer cette colonne là. Donc je mets alter table, modifier la table hot tokens. Je vais mettre ensuite drop column pour dire que je veux supprimer une colonne, c'est ID. Je valide et chez Kebam, si je refais un describe, ID a disparu. Ensuite, je vais mettre un alter table de hot tokens pour dire que je vais modifier cette table et je vais ajouter une colonne qui sera l'identifiant. Ce sera un entier. Je mets également primary key sans oublier de rajouter auto increment comme cela. Mais là, si je laisse ce Mitsubishi comme ça, il va rajouter l'identifiant tout juste en bas. Or, généralement, j'aime avoir l'identifiant en haut. Je vais d'abord vous le prouver. Si j'enregistre et je refais un describe, vous voyez, il met ID en bas. Ce n'est pas ce que je veux, donc je vais faire premièrement un drop. Donc, je vais enlever encore l'ID parce que je ne veux pas qu'il soit à cette position. Vous pouvez voir que maintenant, l'identifiant a été enlevé. Et cette fois-ci, lorsque je vais rajouter maintenant mon identifiant avec le auto increment, je vais mettre ici first. First qui va permettre de mettre l'identifiant en première position. Si je valide, normalement tout est bon. Et lorsque je refais un describe, vous voyez que l'identifiant est bel et bien en première position et j'ai mon auto increment. Parfait. Donc désolé les gars pour ce petit trou de mémoire, j'avais oublié de mettre ce fameux auto increment là. On revient à ce niveau, on va insérer au niveau de la table hot tokens. Qu'est-ce qu'il faudra mettre? Il faudra mettre la date d'expiration, il faudra mettre ensuite le sélecteur, il faudra mettre également le user ID et sans oublier notre fameux token. Je vais revenir à la ligne et mettre values. Pour les valeurs, pour expires, je vais y revenir dans quelques instants. Pour le sélecteur, ce sera $selector puisque je vais le mettre plus tard avec le fameux execute. Pour le user ID, ce sera également $user ID et pour le token, ce sera $token. Je rajoute mon fameux point virgule. Je vais tenter d'indenter cela afin que tout soit bien représenté. Je reviens maintenant ici, je mets ici $Q execute et ce sera un tableau. Au niveau maintenant de notre fameux sélecteur, donc je mets ici selector. Ce sera le sélecteur qui a été généré à ce niveau. Donc, je mets $selector. Au niveau de notre fameux user ID, ce sera ce qui aura été passé en paramètre. Donc, je n'aurai qu'à mettre $user ID, ce qui a été passé en paramètre à ce niveau-là. Et au niveau du token, ce sera notre token qu'on aura généré également de manière aléatoire. Donc, je mets $token à ce niveau-là. Oups, comme cela. Maintenant, au niveau de la date d'expiration, on a dit que notre token doit expirer dans 14 jours. Donc, je peux utiliser MySQL et mettre ici date add qui va me permettre de pouvoir ajouter ici que ce soit un nombre d'heures, un nombre de jours, un nombre d'années et une date, ainsi de suite. Donc, au niveau de la date courante, donc au moment où l'enregistrement sera fait, tu vas m'ajouter tout simplement 14 jours. Donc, je peux mettre ici intervalle 14 jours. OK? Donc, 14 et je mets ici D pour dire jour. Donc, on va insérer au niveau de notre table hot tokens une nouvelle entrée, un nouvel enregistrement. Pour la date d'expiration, ce sera la date courante au moment où l'enregistrement a donc lieu, à laquelle on va ajouter 14 jours. Le sélecteur, ce sera ce qui aura été généré de manière aléatoire. Au niveau de user ID, ce qui aura été passé en paramètre au niveau de notre fonction. Et au niveau de token, ce qui aura été généré de manière aléatoire. Mais si vous voyez à ce niveau, j'avais dit que le token, on doit garder la version hachée, pas la version directement qui a été générée. Donc, je vais hacher ce fameux token. Je vais utiliser la fonction hash. En premier paramètre, on donne l'algorithme qu'on souhaite utiliser. Je vais prendre l'algorithme SHA-256. Et s'il te plaît, utilise cet algorithme-là pour pouvoir hacher notre fameux token. Ce qui va faire que j'ai bel et bien respecté tout ce que j'avais mis ici. Notre date d'expiration, c'est bel et bien la date courante à laquelle on ajoute 14 jours. Le token, il est stocké en base de données, mais c'est la version hachée qui sera stockée en base de données.
Tentons de vérifier si cela fonctionne. J'ai déjà mis ici Remember Me 1. Donc le user ID, c'est comme si j'avais donné 1. Si je viens à ce niveau-là, je tente d'actualiser la page. Donc là, on me dit que j'ai une erreur au niveau de la ligne 19. Je viens à ce niveau-là, ligne 19, c'est ici. Je vais vérifier ma requête. Select all from table where field name est égal à ce Mitsubishi, pas de problème. Donc peut-être que la variable de $DB n'est pas accessible. On vient au niveau de index.php, c'était bel et bien le cas. On n'avait pas inclus ici config database.php. Donc je vais venir rapidement copier ce Mitsubishi au niveau par exemple de list users et venir le coller tout juste avant functions afin que mon objet PDO soit disponible. Si je reviens maintenant ici, je tente d'actualiser, normalement l'erreur disparaît et je dois avoir un enregistrement en base de données parce qu'au niveau de functions.php, si on descend à ce niveau, Remember Me, on a généré tout ce charabia là, mais on fait bel et bien un enregistrement en base de données. Ok, donc là j'utilise mal la souris, je fais monter les choses bizarrement, ainsi de suite. Pas de souci, je reviens maintenant à ce niveau là. On va faire un petit select all, donc sélectionne-moi tout depuis la table hot tokens. Donc je mets ici from hot tokens. Je mets mon point virgule, je valide. Vous voyez, j'ai bel et bien un nouvel enregistrement. Comme c'est le premier enregistrement, l'identifiant c'est 1. Donc le user ID c'est bel et bien 1 parce que c'est ce que j'ai passé en paramètre à la fonction. J'ai ma version hachée de mon fameux token. Et pour la date d'expiration, aujourd'hui nous sommes le 19 mars 2015. Ok, donc normalement si j'ajoute 14 jours, déjà si j'ajoute 10 jours, on va tomber au 29. Donc au niveau du mois de mars, on va jusqu'au 31. Donc là 10 jours. Et maintenant je vais ajouter 4 jours pour faire les autres 14 jours. Donc ça doit tomber normalement le 2 avril 2015. Et chez Kebom, c'est ce qui est présent à ce niveau-là. Le 2, 4e mois 2015. Ok, il est 2h55 au moment où je fais cette vidéo. Raison pour laquelle c'est marqué ici 2h55. Donc en voyant l'heure, les gars, vous pouvez voir à quel point nous aimons nos abonnés. Ok, donc pas de souci, je reviens à ce niveau. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais descendre. On avait mis maintenant qu'il faudra créer un cookie hot. Et au niveau de ce cookie là, il faudra maintenant stocker ces informations comme cela. Donc je vais venir au niveau de login.php. Si je me souviens, on avait déjà créé un cookie. Donc je vais copier cette ligne là. Je vais faire view word wrap afin de pouvoir copier tout ceci. Je vais au niveau de functions.php et je vais coller ce Mitsubishi tout juste à ce niveau là. En premier lieu, on a dit que notre cookie aura pour nom hot. Donc je mets ici hot. Pour la valeur, ce ne sera pas cela, mais ce sera plutôt ce que j'ai mis à ce niveau là. Donc je vais tenter de mettre cela sur plusieurs lignes afin que tout soit clair. Donc je mets cela, je pars à la ligne. Je vais tenter de descendre également à ce niveau là. Je pars à la ligne. Je viens ici également à la ligne. Je vais maintenant remettre cela. Donc là, en lieu et place de mettre selector comme cela, il faudra mettre le dollar. Et là également, il faudra mettre le dollar. Donc on va encoder notre sélecteur. On va le concaténer avec 2 points. Et on va maintenant encoder également notre token. Ce qui va faire que après, lorsqu'on va récupérer notre fameux cookie, pour avoir le sélecteur, on n'aura qu'à faire un petit split. C'est-à-dire que séparer nos différents éléments en utilisant le 2 points. On saura qu'au niveau de la partie de gauche, on aura le sélecteur qui a été encodé avec en base 64. Et au niveau de la partie de droite également, on aura notre token encodé en base 64. Donc on peut utiliser le 2 points comme séparateur. J'ai dit également que notre cookie doit expirer dans 14 jours. Donc ce qu'on doit mettre ici, cela doit être en secondes. Donc je mets ici time. Et 14 jours, lorsqu'on va essayer de le mettre en secondes, on sait qu'un jour c'est 24 heures, une heure c'est 3600 secondes, donc 1 heure 3600 secondes, je multiplie par 24, j'aurai le nombre de secondes au niveau d'un jour. En nous c'est 14 jours, donc je multiplie ce Mitsubishi par 14. Et chez Kebom, j'ai 12, 09 et 600. Donc je mets ici 12, 09 et 600. Normalement tout est bon, je crois que j'ai tout respecté. La date d'expiration, le HTTP only à true. J'ai mis également le contenu de notre token et normalement tout est parfait à ce niveau là. On va tenter de faire un autre test. Je vais modifier l'identifiant. En lieu et place de 1, je vais mettre 51 afin de voir que cela puisse également changer au niveau de la base de données. J'actualise la page. Je viens maintenant au niveau de la base de données. Je refais un select all. Vous voyez que j'ai un deuxième enregistrement. Donc auto increment fonctionne à ce niveau là. J'ai mon sélecteur.
La date d'expiration, c'est toujours à ce niveau le 2 avril. Le user ID a changé, c'est 51 maintenant. Le token également, j'ai la version hachée. Vous voyez que ce token qui est présent à ce niveau-là est égal à 52. Il sera différent du token qui est présent au niveau du cookie. Parce qu'au niveau de la base de données, on a mis la version hachée du token, mais au niveau du cookie, on a mis la version encodée du token. Donc si normalement je viens à ce niveau, je fais un petit clic droit, je fais inspecter l'élément, je vais cliquer sur cela pour le mettre tout juste en bas, je vais cliquer ensuite sur ressources, au niveau de cookies, je descends à ce niveau, localhost. Vous voyez que j'ai bel et bien mon cookie hot. La valeur est bel et bien différente, comme je le disais, ici c'est la version hachée et l'autre côté la version encodée. Au niveau du domaine localhost, paf, pour la date d'expiration, ça doit être également le 2 avril. Et vous voyez que c'est bel et bien le 2 avril à 3h02 minutes, 15 secondes, un truc comme ça. Donc ça doit être quasiment la même chose ici, le 2 avril, 3h02 minutes, 15 secondes. Tout est parfait. Donc maintenant que cela est fait, je crois qu'on vient de terminer notre première fonction. C'était la fonction Remember Me. Ok, on va faire pareil pour la fonction auto-login qui nous permet de nous connecter de manière automatique. Je vais écrire le pseudocode et après maintenant on va passer à l'implémentation. Mais soit dit en passant, si je reviens à ce niveau, vous avez vu que j'ai utilisé la fonction datAdd au niveau du langage SQL. Vous aurez pu utiliser par exemple des objets datetime au niveau de PHP et utiliser également un objet de la classe dateInterval. Mais vu que comme je le dis depuis le début, cette série est dédiée aux débutants, je ne veux pas mettre plein de trucs en rapport avec la programmation orientée objet. Raison pour laquelle je n'ai pas utilisé la classe datetime, la classe dateInterval, ainsi de suite. Ok? Si vous n'avez rien compris à ce que j'ai dit, c'est pas grave. C'était juste pour vous dire qu'on pouvait procéder autrement. Je viens maintenant au niveau de Functions Auto-Login et on va commencer par le pseudocode. Donc ce qu'on va faire, c'est premièrement vérifier est-ce que $cookie hot existe, est-ce qu'il n'est pas vide. Donc vérifier que notre cookie existe. Et je vais rajouter le nom de ce cookie qui est tout simplement hot. Si notre cookie existe, qu'est-ce qui va se passer? On va récupérer via ce cookie. Donc je mets récupérer via ce cookie en question. On pourra récupérer non seulement le sélecteur, mais récupérer également le token. Puisque si vous vous rappelez, lorsqu'on avait stocké ces deux Mitsubishi, on les avait mis sous cette forme-là. La version encodée en base 64 du sélecteur et la version encodée en base 64 de notre fameux token. Donc je ne vais plus replier cela, je vais le laisser afin de pouvoir descendre et remonter comme je le souhaite. Donc une fois que je récupère mon sélecteur et mon token, je vais aller vérifier en base de données. Donc vérifier au niveau de la table hot tokens qu'il y a un enregistrement qui a comme sélecteur ce fameux sélecteur que je viens de récupérer. Donc vérifier au niveau de hot tokens qu'il y a un enregistrement qui a comme sélecteur le sélecteur que je viens de récupérer. Donc je mets ici $selector. Pour que ce soit conforme, je mets $selector et $token. Donc là, à ce niveau, ce qu'on devra faire premièrement, ce sera ici décoder notre fameux sélecteur. Donc je mets ici décoder notre $selector. Si vous vous rappelez, je vais remonter rapidement à ce niveau. C'était la version encodée en base 64 du sélecteur que j'avais enregistré au niveau de notre fameux cookie. Alors qu'au niveau de la base de données, c'était directement notre sélecteur que j'avais maintenant enregistré. Donc je vais décoder premièrement ce sélecteur en base 64 avant de venir faire ma vérification au niveau de la base de données. Sinon, jamais je ne vais trouver un enregistrement qui a ce sélecteur, puisque ce qui est en base de données, ce n'est pas la version encodée. Raison pour laquelle, je vais remonter rapidement, je dis que premièrement, on va décoder notre sélecteur avant de vérifier au niveau de la base de données. Maintenant, on continue. Si on trouve un enregistrement, donc si on trouve un enregistrement, qu'est-ce qu'on va faire? On va maintenant comparer les deux tokens. Donc, je mets ici comparer les deux tokens, tout en sachant que je dois décoder également mon token en base 64, ensuite le hacher pour le comparer au token qui est présent au niveau de la base de données. Si tout est bon, pas de souci, alors on va enregistrer les informations en session, donc enregistrer toutes nos infos en session afin que l'utilisateur puisse être connecté. Donc c'est à ce niveau là
qu'on avait enregistré, par exemple l'avatar de l'utilisateur, son user ID, son synonyme, son adresse email, ainsi de suite. Donc je vais copier tout ceci afin d'avoir un petit rappel à ce niveau-là. Je colle ceci. Donc je peux indenter ce Michi et ensuite je peux faire CTRL/ afin de le commenter. Donc on enregistre toutes nos informations en session. Si on veut, on peut retourner true pour dire que tout s'est bien passé. Donc return true. Et je vais mettre dans le cas contraire, on fait un return false. Donc dans le cas contraire, à ce niveau-là, virgule, return false. Donc les gars, on a notre pseudocode. Normalement tout est bon. Je crois qu'on peut commencer à tester. Première des choses, on vérifie que notre cookie existe, qu'il n'est pas vide. Donc je vais mettre ici if not empty $cookie comme cela, et le nom de notre cookie c'était hot. Donc on vérifie est-ce que $cookie hot n'est pas vide. S'il n'est pas vide, on a dit qu'on va récupérer via ce cookie notre fameux sélecteur et notre fameux token. Donc ce que j'avais dit, il faudra prendre notre fameux cookie et faire premièrement un split. Le split va permettre ici d'avoir deux parties. La partie de gauche sera le sélecteur, la partie de droite sera ici le token. Donc pour faire mon split, je vais le stocker au niveau d'une variable $split. On peut utiliser la fonction explode. Au niveau de explode, vous voyez qu'elle prend deux paramètres. Le premier paramètre c'est le délimiteur, dans notre cas c'est le 2 points. Le deuxième paramètre c'est la chaîne de caractères qu'on veut splitter. Donc je ne sais pas si ce mot existe, mais vous l'aurez compris. Et là je mets également hot. Donc tout ce qu'il va faire, c'est prendre notre chaîne de caractères hot, utiliser ce délimiteur là afin de splitter notre chaîne de caractères. Donc on aura un tableau qui va contenir dans notre cas deux éléments. Le premier élément sera ici le sélecteur encodé en base 64 et le deuxième élément sera le token encodé en base 64. Donc là on peut se rassurer puisque nous on est sûr que on doit forcément avoir deux éléments au niveau de notre tableau. Si on a plus de deux éléments, c'est que le token n'est pas un token valide. L'utilisateur peut-être veut faire quelques faux Mitsubishi. Donc on va vérifier est-ce que la taille de notre fameux tableau, donc $split, est différente de 2. C'est que le token est mal formé. Donc dans ce cas là, on va retourner false. On ne va pas maintenant continuer. Ok. Donc on vérifie est-ce que nous avons deux éléments. Si nous n'avons pas deux éléments, c'est que quelque chose s'est mal passé, on retourne false. Si par contre tout s'est bien passé, on va récupérer notre sélecteur. Tout ce qu'on aura à faire, c'est utiliser $split. Je récupère le premier élément, je le mets à ce niveau. Et le token, ce sera également $split du deuxième élément. Donc je rajoute ici 1. Au niveau des tableaux, on commence à compter à partir de 0. Donc le premier élément a pour indice 0. Le deuxième élément a pour indice 1. Je vais utiliser un petit plugin que j'ai installé à ce niveau et je vais pouvoir bien aligner mes deux lignes. Parfait. Donc là, on va faire un petit test. Je vais faire un petit die de $selector comme cela que je vais concaténer à un petit tiret, concaténer également à $token pour voir que je récupère bel et bien mes informations. Je vais venir au niveau de index.php. On ne va plus faire de remember me, mais cette fois-ci, on va appeler notre fonction auto-login comme cela. Ce qui veut dire que si je reviens à ce niveau, je tente d'actualiser la page. Vous voyez, je récupère bel et bien mon sélecteur et je récupère à ce niveau-là mon fameux token. On va le prouver. Je fais inspecter l'élément. Je viens au niveau de ressources. Ensuite, au niveau de cookies, je déplie ce Mitsubishi localhost. Donc, j'ai bel et bien mon sélecteur et à ce niveau, mon fameux token. Ce pourcentage 3A que vous voyez à ce niveau-là, il représente tout simplement notre 2 points. Ok, donc je vais mettre ici pourcentage 3A validé. Normalement, si j'ai un peu de chance au niveau de Google, on pourra voir que ce pourcentage 3A correspond aux 2 points. Et chez Keban, vous voyez à ce niveau-là, pourcentage 3A correspond bel et bien aux 2 points. Ok, cela a été encodé pour ne pas avoir de problèmes. Donc ne vous inquiétez pas, on a bel et bien notre sélecteur, on a bel et bien à ce niveau-là notre fameux token. Ce que je vais faire, c'est revenir au niveau du code source et on va continuer. Donc je vais faire remonter les fameux commentaires, récupérer via ce cookie $selecteur $token. En lieu et place de faire cela, on pouvait utiliser une fonction PHP qui a pour nom list. Donc je pouvais dire que tu vas me prendre $split en question et tu vas mettre au niveau de $selector le premier élément, donc $selector, et au niveau de $token tu vas mettre le deuxième élément et tu prends ces informations au niveau de $split.
Donc vu que $split, c'est un tableau qui a deux éléments, le premier élément de cette liste là sera mis au niveau de $selector et le deuxième élément sera mis au niveau de $token. Donc écrire cette ligne là, c'est comme écrire la même chose qu'on avait eu à ce niveau là. Je vais l'enlever afin que vous puissiez voir qu'on aura le même résultat. Si normalement tout est bon, lorsque je vais actualiser, rien ne va changer. J'actualise et mamma mia, vous voyez, j'ai bel et bien le même résultat. Donc libre à vous d'utiliser ce que vous allez le mieux comprendre. Moi je vais laisser cette ligne là. Ensuite, ce qu'on a dit, c'est décoder notre sélecteur et vérifier qu'au niveau de Hot Tokens, il y a au moins un enregistrement qui a ce sélecteur là. Donc je vais enlever cette ligne et je vais mettre $Q $db. Vu que j'aurai besoin de la base de données, il me faudra mettre ici global $db. Je vais faire une requête préparée. Donc sélectionne-moi par exemple l'identifiant de l'enregistrement en question, le token également, le user ID et quelle information encore. Je crois que c'est tout. Depuis la table Hot Tokens, je vais revenir à la ligne afin que tout soit bien séparé et je vais rajouter where selector est égal à point d'interrogation. Je vais maintenant dire que je vais exécuter ma requête préparée en mettant execute et dire que le point d'interrogation, il correspond en réalité à $selector. Mais ne l'oubliez pas, le sélecteur qu'on avait stocké en base de données, il n'était pas encodé en base 64. Donc il faudra décoder notre fameux sélecteur comme on l'avait dit avant de vérifier. Donc je vais mettre ici base 64, mais en lieu de place de encode, ce sera ici decode. Et je copie notre fameux sélecteur que je vais mettre maintenant à ce niveau-là. Oups, je le mets à ce niveau-là. Donc tu vas me sélectionner l'identifiant de l'enregistrement, le token de l'enregistrement en question, le user ID, toutes ces informations-là, où le sélecteur va matcher notre fameux sélecteur qu'on a récupéré au niveau du cookie. Dans notre cas, normalement, on doit récupérer quelque chose. Donc je vais mettre ici $data reçoit $db fetch. Et vu que j'aime l'avoir sous forme d'objet, je vais rajouter ici PDO fetch comme cela, obj, avec mon fameux point virgule. Pour vérifier cela, on va faire un var dump. Je ne peux pas faire un die parce que ce n'est pas une chaîne de caractères, ce sera un objet. Donc je vais utiliser var dump. Je vais faire un var dump de $data et ensuite je pourrai faire un die pour arrêter l'exécution du script. Donc normalement, si je viens à ce niveau-là, je tente d'actualiser, j'ai une erreur, on me dit qu'on ne connaît pas la méthode fetch. Je vais venir voir qu'est-ce que j'ai fait de mal à ce niveau. Ok, là en lieu de place de mettre $Q, j'ai mis $db. Donc je devais l'appliquer au niveau de $Q, pas au niveau de $db. Je reviens à ce niveau, je vais tenter d'actualiser, normalement tout est bon. Et vous voyez que je récupère bel et bien l'identifiant, c'est le deuxième enregistrement en question. Vu que lorsque j'ai fait le deuxième enregistrement, il a écrasé le précédent cookie que j'avais. Si vous voyez le token, j'ai bel et bien la version hachée qui est présente en base de données et le user ID 51, donc tout est bon. Donc si on vérifie pour que ce soit clair dans votre esprit, vous voyez que j'ai bel et bien 52 D1 ainsi de suite. Le user ID, j'ai bel et bien 51, donc tout fonctionne à la perfection. Je vais revenir au niveau de notre code source. Je pourrais enlever ce die là et ce var dump. Donc là tout est bon, mais au niveau de la requête, je vais rajouter ce Mitsubishi. Je vais mettre and expires est supérieur ou égal à date. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Donc tout ce que je dis, tu me sélectionnes les informations ID, token, user ID depuis la table Hot Tokens où le sélecteur est égal au sélecteur qu'on vient de décoder. Mais également, il faudrait que ce token ne soit pas arrivé à sa date d'expiration. Donc on va prendre le token où la date d'expiration est encore supérieure à la date courante. Donc on n'est pas encore arrivé à la date d'expiration. Si vous vous rappelez, notre fameux expires, c'était un champ de type datetime, c'est-à-dire qu'il contenait à la fois la date et l'heure. Pour la vérification, nous on va s'intéresser seulement à la date, pas forcément à l'heure, au nombre de minutes, ainsi de suite. Donc je prends la date d'expiration. Si c'est par exemple comme dans notre cas le 2 avril 2015, on voit bien que le 2 avril 2015 est supérieur à la date courante. La date courante qui est le 19 mars 2015 au moment où je fais cette vidéo. Donc vous voyez que notre cookie va bel et bien respecter ce critère, ce qui va faire qu'il sera retourné. On va faire rapidement le test que j'avais fait précédemment pour que vous puissiez être rassuré. Donc c'est $data comme cela et je vais mettre mon petit die. Je reviens au niveau du navigateur, rien ne doit changer, j'ai le même résultat et check bon. Donc pas de souci les gars, on va continuer. Qu'est-ce que j'avais mis tout juste en bas? J'avais mis que si tout est bon normalement, il faudra comparer les deux tokens.
Ok, donc j'enlève cela et on va comparer les deux tokens. Le token qu'on a enregistré en base de données, je pourrais l'avoir en mettant ici $data token. Donc si j'écris $data token, j'aurai accès à mon token qui a été haché, celui qui est présent en base de données. Donc ce que je dois faire, c'est décoder le token que j'ai récupéré ici au niveau du cookie, le hacher et le comparer maintenant à ce token là. Et si vous vous rappelez, on a dit que pour comparer ces deux versions hachées, c'est là qu'on allait utiliser la fonction hash_equals. Donc je vais utiliser la fonction hash_equals, ce qui va me permettre de pouvoir éviter des fuites de temps. C'est ce problème qui était expliqué au niveau de l'article concernant la comparaison ici de chaînes de caractères. Donc je peux venir ici, je vais mettre ici if $data. Donc on a bel et bien ici des données. Je vais vérifier est-ce que mes deux tokens sont égaux en utilisant la fonction hash_equals. Donc je mets ici hash_equals comme cela. Et les paramètres, ce seront tout simplement nos deux tokens. Donc le premier paramètre, ce sera $data token. Comme je l'ai mis à ce niveau, je vais tout simplement le couper et remplacer ce Mitsubishi. Le deuxième, ce sera la version hachée de notre fameux token qu'on a récupéré. Donc je vais le hacher avec le même algorithme, c'était SHA-256. Mais je ne dois pas mettre directement token parce que à ce moment-là, c'est le token qui a été encodé en base 64. Donc il me faudra le décoder. Donc je prends base 64 decode, je coupe $token et je le mets maintenant à ce niveau-là. Checkez bon. Donc tu me compares mon token qui est déjà haché, tu me récupères le token qui est présent au niveau du cookie, tu le décodes, tu le hashes. Comme cela, on aura deux versions hachées et tu utilises la fonction hash_equals présente au niveau de PHP 5.6 et plus, et tu pourras maintenant ici comparer ces deux tokens là. Donc si on a vérifié tout est bon, normalement c'est à ce niveau là qu'on pourra enregistrer toutes les informations de l'utilisateur en session. Donc je vais tenter d'indenter cela. Dans le cas contraire, c'est que les deux tokens ne sont pas les mêmes, il y a eu un problème. Qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner false pour dire que mon gars, cela ne fonctionne pas. Mais si tout s'est bien passé, là, on va retourner à ce niveau-là true. Donc, je mets ici return true. On peut éviter de mettre plusieurs return false. Je vais pourquoi pas couper ceci et mettre un return false directement en bas. Donc, je vais venir ici, enlever tout ce que j'avais mis. J'avais mis dans le cas contraire return false, donc je le colle ici. Ce qui va faire que s'il vient à ce niveau, il voit qu'il n'a pas de données, il va sortir, donc il ne va pas rentrer dans cette condition, il va venir jusqu'à la fin, il va faire mon fameux return false. S'il vient à ce niveau, il voit que les deux tokens ne sont pas égaux, donc il ne va pas venir au niveau de ce contenu, il va sortir donc de cette condition et après il va faire return false. Mais si tout est bon, à ce niveau on va faire un return true. De même ici, lorsqu'il va venir, s'il voit qu'après le split, on n'a plus de deux éléments, là, on n'a pas besoin de se fatiguer à continuer, quoi que ce soit. Directement, on fait notre return false. OK? Donc, les gars, normalement, tout est bon. Maintenant, ce qu'il faudra faire, c'est réfléchir à comment on pourra récupérer ces informations en session. Donc, pour être sûr qu'il n'y ait pas de conflit, on va pourquoi pas générer un nouvel identifiant pour notre session. Ne vous inquiétez pas, rien de bien compliqué. Cela va permettre d'avoir un nouvel identifiant pour notre session. Les valeurs seront maintenues, mais on aura tout simplement un nouvel identifiant. Pour cela, je peux utiliser session regenerate ID et je peux donner un paramètre true et check bon. Donc si normalement je viens au niveau du navigateur, je vais rechercher tout simplement session regenerate ID. Vous allez voir, cela nous permet de pouvoir remplacer l'identifiant de session. Valide, remplace l'identifiant de session courant par un nouveau. Donc pas de souci, on régénère un nouvel ID pour être sûr qu'il n'y ait pas de conflit. Maintenant les gars, comment avoir le fameux identifiant de notre utilisateur, son pseudonyme, son avatar, ainsi de suite. Vu que ici il n'y a pas de $user. Ce qu'on va faire c'est quoi? On va tester un petit Mitsubishi au niveau ici de la console. On a la possibilité de pouvoir faire des jointures. Si vous utilisez un système de gestion de bases de données relationnelles comme MySQL, les bases de données relationnelles sont basées sur le principe de relation. Raison pour laquelle on parle de base de données relationnelles. Donc une table pourra être en relation avec une autre table. Et on peut utiliser le système de clés étrangères afin de mettre une table en relation avec une autre table, ainsi de suite. Vous pourrez avoir plusieurs types de relations. Une relation one-to-one, donc un à un, une relation one-to-many, un à plusieurs, une relation many-to-many, plusieurs à plusieurs. Ce sont plusieurs types de relations. Nous, dans notre cas, on a une relation one-to-many. En effet, un utilisateur peut avoir un ou plusieurs tokens.
Bien entendu, lorsque le token va arriver à expiration, nous on va le supprimer, mais un utilisateur peut avoir plusieurs tokens. Mais un token ne va appartenir qu'à un et un seul utilisateur. Raison pour laquelle on parle d'une relation 1 à plusieurs. Et vu qu'au niveau de la table Hot Tokens, j'ai à ce niveau l'identifiant de l'utilisateur, je peux utiliser cet identifiant-là afin de mettre cette table en relation avec la table Users. Je vais venir par exemple ici vous le montrer. On va utiliser une jointure gauche, donc left join, et je vais mettre ici sélectionne-moi l'identifiant en question de l'enregistrement présent au niveau de Hot Token. Tu vas me sélectionner également le token. Je pouvais mettre autant d'informations que je le souhaitais, le user ID ainsi de suite. Donc je peux mettre ici user ID. En plus de cela, je peux rajouter également d'autres champs qui sont présents au niveau de la table users. Et après, je vais faire maintenant la jointure entre ces deux tables. Donc je vais dire peut-être sélectionne-moi le pseudonyme de l'utilisateur, son adresse email, c'est juste pour tester. Mais là, si je m'arrête là, cela n'est pas bon, puisque pseudo et email ne se trouvent pas au niveau de Hot Tokens. Donc je vais dire que tu vas faire une jointure avec la table users, parce qu'au niveau de cette table là, tu pourras également avoir d'autres informations. Il va dire ok, pas de souci, je vais faire cette jointure là. Mais comment est-ce que je vais savoir c'est le pseudonyme de quel utilisateur je dois récupérer ou bien c'est l'adresse email de quel utilisateur? Je vais dire ok, tu vas te baser sur, en anglais pour dire sur, c'est on. Tu vas te baser sur le user ID en question. Donc au niveau de la table users, tu auras ici un identifiant. Donc j'ai mis le nom de la table, j'ai mis ici point et j'ai mis ensuite ID, ce qui veut dire que le champ ID qui est présent au niveau de la table users, tu vas choisir ici l'utilisateur ou son identifiant en question est égal à l'identifiant qui est présent au niveau de user ID. Donc je peux mettre ici hot tokens, le nom de la table, point user ID, point virgule. Si je donne toutes ces informations, normalement les gars, je dois récupérer toutes mes informations si je ne me suis pas trompé. J'aurai l'ID, j'aurai ici le token, j'aurai le user ID, le pseudonyme, l'adresse email. Donc je vais valider et chez Kebam, on me dit que j'ai une erreur. Justement, je voulais vous la montrer afin que vous puissiez voir tout l'intérêt de pouvoir préfixer nos différents champs par le nom des tables. Ici, lorsque vous mettez ID, il va se dire que ok, il y a un champ ID au niveau de Hot Tokens, mais il y a également un champ ID au niveau de Users. Donc, de quel champ ID tu me parles? Donc, raison pour laquelle lorsque généralement on fait des jointures entre des tables, on va préfixer chaque champ par le nom de la fameuse table. Pour dire que, au fait, le fameux ID dont il est question à ce niveau-là, c'est le ID qui est présent au niveau de Hot Tokens. Au niveau du token, je ne suis pas obligé de préfixer parce qu'il n'y a pas de champ token qui est présent au niveau de la table Users. Mais on va prendre l'habitude de toujours les préfixer pour ne pas avoir ici d'ambiguïté. De même ici, je vais rajouter ici Hot Tokens. C'est un underscore, pas un point. Oups, j'ai tout mélangé, mamma mia. Je dois reprendre, donc je reviens à ce niveau, je mets ici Hot Tokens. Espérons que cette fois-ci sera la bonne. Je mets également Hot Tokens. Je viens ici, je mets Hot Tokens. Point. Mamma mia, j'ai bel et bien réussi. Ici, ce sera users. Point. Et là, ce sera users.email. Normalement, je peux continuer. Je vais mettre ensuite mon fameux from, comme on l'avait précédemment. Je peux mettre ensuite mon left join, comme cela. Et je peux rajouter mon fameux on. Et chez Kebam, vous voyez, on a ce résultat-là. Non seulement, il nous récupère l'identifiant de notre fameuse entrée, il nous récupère le token, il nous récupère ensuite l'adresse email, le user ID, le pseudo de l'utilisateur. Vous voyez, j'ai mon pseudonyme ici, Mercury Series, et ainsi de suite. Donc, toutes les informations sont bel et bien récupérées. Et après, si vous voulez, vous pouvez renommer ici les différents champs. Par exemple, là, si je remets ici ce que j'avais précédemment, donc je vais tenter d'avoir ce que j'avais ici. En lieu et place de laisser cela, je pouvais renommer. Là, vous voyez qu'il a affiché ID. Je pouvais mettre ici as pour renommer ici. Et je vais dire que ce sera Raw Token ID, juste pour vous faire un petit test. Et vous pourrez l'appliquer à chacun des champs afin de les renommer comme vous le souhaitez. Vous n'êtes pas obligé de mettre le mot-clé as. Si vous ne le mettez pas par défaut, il saura que vous lui demandez de renommer ici ce fameux champ-là. Et si je valide, je peux continuer en mettant mon from. Je me remets mon left join et mon on. Normalement, tout fonctionne. Mais cette fois-ci, il a renommé ID en mettant ici Raw Token ID.
Donc les gars, si cela représente un petit charabia pour vous, ne vous inquiétez pas, vous pouvez copier et coller ce code-là parce que tout cela a un rapport avec les bases de données. Comment pouvoir créer une base de données, comment pouvoir faire des requêtes au niveau d'une base de données, comment faire des joins. Donc si cela vous intéresse, pourquoi pas, après je pourrais faire une série de vidéos dédiées à cela. J'avais entamé une série, mais comme j'ai vu que personne n'était motivé par rapport à cela, j'ai tout simplement arrêté la série. C'est ce que je fais généralement. Si j'entame une série de vidéos, je ne reçois pas de commentaires, je ne reçois pas de likes, ainsi de suite. Je me dis que ça n'intéresse personne et automatiquement j'arrête la série. Donc si cela vous intéresse d'avoir des cours sur les bases de données, comment faire des requêtes poussées, ainsi de suite, n'hésitez pas à poster des commentaires, comme ça je saurai. Il faudra le mettre au niveau de mon fameux programme. Pas de souci, je reviens maintenant ici. Donc je vais modifier cette requête en mettant hot tokens afin de préfixer l'identifiant. Je peux copier ceci, le mettre également à ce niveau-là et le coller ici. Je peux faire CTRL-K, CTRL-B afin de cacher la sidebar. Je vais mettre le from sur une autre ligne et récupérer également les informations au niveau de users. Donc il y aura users.id, il y aura également users.pseudo. Si on continue, on aura besoin également de users.avatar et on aura besoin de users.email. Si je remarque bien, jusque là, on n'a pas utilisé hot token ID. Donc si on veut, on peut l'enlever à ce niveau-là, on n'aura pas de problème. Là, j'ai mis from token. Il me faudra rajouter left join users comme cela. Je rajoute mon fameux on hot tokens.user ID comme cela est égal à users.id et on met notre fameux where et notre fameux n. Donc tout ce que j'avais tapé au niveau de la console, c'est ce que j'ai mis à ce niveau là. Tu me récupères ces informations là et tout est bon. Donc au niveau de $session user ID, ce qu'on peut faire c'est quoi? Je vais remplacer cela par $data et j'ai mis ici ID. Donc cela va faire référence à cet identifiant qui est présent à ce niveau. Si vous voulez, vous pourrez le renommer en mettant par exemple ID utilisateur afin d'être sûr que c'est bel et bien l'identifiant de notre fameux utilisateur. Et là, vous serez obligé de mettre par exemple ID utilisateur. Cela va fonctionner à la perfection. OK? Mais vu que j'ai seulement ID ici, je n'aurai pas de problème. Je peux laisser ici ID comme cela. Ensuite, pseudo, ce sera $data pseudo. Vu que j'ai tout stocké au niveau de $data. Ici, ce sera $data avatar. Et pour terminer, ce sera $data email. Donc là, pour l'identifiant de l'utilisateur, j'aurais pu mettre également user ID. Parce que user ID va avoir la même valeur que ID si normalement tout est bon. OK? Donc les gars, pas de souci. On a terminé. On a nos deux fonctions. Auto-login pour connecter l'utilisateur automatiquement. Et remember me qui prend un paramètre, le user ID, pour tout simplement enregistrer l'utilisateur et lui créer un token. Donc pour faire un petit test, grandeur nature, ce que je vais faire c'est quoi? Je vais venir ici. Je vais faire un petit trinket hot tokens, ce qui va me permettre de pouvoir tout supprimer et également réinitialiser l'ordonnancement au niveau de notre clé primaire ID. Et si je refais un petit select all from hot tokens, donc select all comme cela from hot tokens, je peux tout mettre en minuscule parce que le langage SQL est insensible à la casse. Donc il ne fait pas la différence entre les majuscules et les minuscules. Parfait, tout est bon. Si je viens maintenant au niveau de login.php, qu'est-ce qu'on faisait précédemment? On sauvegardait ces informations. Si le mot de passe était bon et tout, pas de souci, on va continuer de le faire. Mais si l'utilisateur a décidé de garder ces informations en session, on ne va plus le faire explicitement comme cela. On va utiliser notre fameuse fonction qu'on avait, c'était remember me. Donc je mets ici remember me et je dois donner l'identifiant de l'utilisateur. Dans notre cas, c'est $user ID. Donc je copie ce michi, je le colle à ce niveau-là, chez Kebon. Donc je vais dire que si l'utilisateur demande qu'on puisse se rappeler de lui, ok, rappelons-nous de lui. Et on donne l'identifiant de l'utilisateur et tout le travail qu'on vient de faire sera automatisé. On aura un token généré de manière aléatoire, stocké en base de données. Le cookie hot sera également créé. Et après maintenant, il faudra vérifier est-ce que l'utilisateur peut être connecté automatiquement. On avait notre fonction init qui était présente ici. Pourquoi pas? C'est à ce niveau-là que je vais mettre ici auto-login. Vu que init est normalement appelé sur l'ensemble des fichiers. Au niveau de index.php, on appelait init. Partout, on appelait init. Je n'oublie pas au niveau de index.php d'enlever ce que j'avais mis précédemment. Donc ce michi là. Donc là, normalement, je dois avoir une petite erreur.
par rapport à ce que je suis en train de voir ici, j'aurai vraiment une erreur. On va voir déjà ce que ça donne. Je viens sur index.php. Je sais que bon, mamma mia, j'ai bel et bien l'erreur. On nous dit qu'on ne connaît pas autologging. Pourquoi? Parce que à ce niveau-là, autologging, c'est une fonction qui est présente au niveau de functions.php. Or, on inclut init.php avant d'inclure functions.php. Donc, à ce niveau-là, il ne connaîtra pas la fonction autologging. Les gars, on va faire quelque chose de très simple. Tout ce que je vais faire, c'est venir au niveau de init.php et je ne vais pas me fatiguer. C'est à ce niveau-là que je vais inclure tous mes fichiers. Comme ça, je n'aurai plus besoin de venir sur chacune des pages, index.php, login.php, list users, pour inclure tous ces michibichi-là. Je vais venir au niveau de init.php, inclure tout ce qu'il y a à inclure, et après, sur chacune des pages, je n'aurai qu'à inclure init.php. Donc, si je vais au niveau, par exemple, de index.php, voilà tout ce qu'il y a à inclure. Je vais copier d'abord, venir au niveau de init.php et le coller à ce niveau-là. On va inclure bootstrap local.php. On va pas inclure encore init.php. On est déjà au niveau de init.php. Donc, on inclut bootstrap local.php. Bien. On va inclure ensuite config database.php. Bien. On va inclure également functions.php. Et on va inclure constant.php. Vu qu'au niveau de include, vous avez également constant.php qui contient l'ensemble de nos constantes. Donc là, je vais mettre également constante, comme cela. Donc au niveau de init.php, j'ai tout inclus et tout est dans le bon ordre. J'ai local.php, j'ai database, j'ai functions, j'ai constant. Ce qui veut dire que si je viens par exemple au niveau de chacun de mes fichiers, je n'ai plus vraiment besoin de faire ceci. Je peux déjà faire remonter seulement cela et je vais inclure init.php. Et au niveau de init.php, il va se charger de faire tous les autres traitements. Donc je copie require include init.php. Donc je vais mettre les parenthèses. J'aime bien cela. Donc je copie maintenant cette ligne là. Et si je viens au niveau de editUser.php, je n'aurai plus besoin de faire tout ceci. Le hot filter, il doit rester là, mais je n'aurai qu'à inclure init.php. Donc je viens maintenant au niveau de index.php, je fais pareil. Là, pas besoin de mettre tout cela, je garde seulement init.php. Au niveau de list users, ce sera pareil. J'aurai seulement init.php, je peux enlever tout ceci. Au niveau de login.php, on va tenter de remonter. Je peux enlever tout ce charabia là et je vais garder seulement init.php et guest filter. Parfait. Au niveau de logout, on n'a pas besoin de se soucier. Ici, j'enlève également functions, database et je vais garder init.php et hot filter. Donc, j'aurai seulement mon filtre qui sera en bas et maintenant init.php toujours en haut. Je vais au niveau de profile.php, on va continuer. J'enlève tout cela et j'aurai seulement init.php et hot filter. Je vais descendre rapidement. Au niveau de register.php, j'enlève tout ce michibichi et je garde seulement init.php. Il va nous rester ces deux fichiers, sharecode. J'enlève cela et je garde init.php. Donc les gars, je le fais afin que vous puissiez le voir. Et de même pour que vous n'oubliez pas de remplacer également l'un de ces fichiers. Donc j'enlève ceci et je garde init.php et hot filter. Donc normalement, j'ai fait mes changements dans l'ensemble des fichiers. Vous allez voir que j'aurai maintenant quelque chose de beaucoup plus potable. Si je viens maintenant au niveau de login.php, j'ai que deux include, init.php et guest filter. Et au niveau de init.php, je me charge d'inclure tous les autres. Bootstrap local, config database, function, constant. Ainsi, si après vous avez besoin d'inclure quelque chose, vous pourrez directement le mettre au niveau de init. Si normalement tout est bon, je ne dois pas avoir de problème. Je vais actualiser la page. J'ai une erreur cette fois-ci, mais qui n'est plus en rapport avec le init. C'est au niveau de ma requête SQL. C'est comme si j'ai mis ici fro en lieu de place de from. Donc c'est sûr que les gars, vous l'avez déjà vu, vous vous demandez mais qu'est-ce qu'il fait ce mec là. Donc on va tenter de voir si j'ai bel et bien mis fro en lieu de place de from. On nous dit d'abord c'est où, je vais vérifier. Au niveau de functions.php, ligne 90. Donc je reviens ici, ligne 90. Ok, c'est tout à fait normal. C'est pas le from en question, mais j'ai oublié une petite virgule ici. Donc il y a la sélection du token, du user ID. Il me fallait mettre la virgule avant de lister les autres éléments. Donc on va continuer, voir si c'était cela l'erreur. L'erreur a disparu, mais on a une autre erreur. On nous dit que website name already defined. Donc les gars, si vous voyez ce genre d'erreur là, c'est comme si ici on a défini deux fois cette constante là. Donc sûrement au niveau de la vue, je l'ai également défini. Donc si je viens au niveau de views, au niveau de index.php, on va vérifier.
vous voyez, j'avais déjà inclus le fichier constraint.php. Donc, je vais l'enlever et vérifier que je ne l'ai pas inclus au niveau des autres vues. Je crois que c'était seulement sur cette vue-là. OK, normalement, tout est bon. Si je viens ici, l'erreur doit disparaître et je ne dois plus avoir d'erreur. Check et bon, les gars, tout fonctionne à la perfection. Ce que je vais faire, c'est également supprimer mon cookie. Je ne sais pas pourquoi j'ai fermé tout à l'heure mon inspecteur. Je vais au niveau des cookies et je vais supprimer ce cookie-là afin de repartir à 0. Donc, normalement, si je viens ici, je clique sur connexion. Je tente de me connecter en mettant Mercury Series. Je mets le mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je coche cette case. Je clique sur connexion. Je suis bel et bien connecté, mais malheureusement, vous voyez à ce niveau-là, mon image n'apparaît pas. Pourquoi? On va faire CTRL-U et voir d'où provient l'erreur. J'ai Upload avec ce nom-là, CAEB44. Donc, si je viens à ce niveau, au niveau du disque C, je vais au niveau de XAMPP, ensuite htdocs, je viens au niveau de tuto, social network, et je viens maintenant au niveau de Upload. Au niveau du dossier 51, je n'ai pas d'image de l'utilisateur. Donc, sûrement, j'avais supprimé cette image-là. Pas de souci, on va tout simplement modifier. C'est que l'image a été enlevée. Donc, je viens ici, éditer mon profil pour prendre une nouvelle image. Je clique sur parcourir. Ce qu'on va faire, c'est prendre pourquoi pas l'image de Dadak. Mon image est uploadée, je suis redirigé, tout est bon. Je vais tenter de réessayer, je me déconnecte. Et qu'est-ce que vous voyez les gars? Je suis déconnecté, mais automatiquement, je suis reconnecté. Si je viens au niveau de mon profil, vous allez voir que même quand je me déconnecte, je suis automatiquement connecté. Parce que tout simplement, la fonction auto-login sera encore appelée. Si je reviens au niveau de functions.php, on va revoir ce que cette fonction auto-login fait. Elle vérifie est-ce que notre cookie est présent. S'il est présent, on vérifie que les deux tokens sont bons, et ainsi de suite. Ce qu'il faudra faire, c'est dire que lorsqu'on se déconnecte, il faudra supprimer ce fameux cookie-là. Donc, de la même manière qu'on supprimait avant les cookies pseudo, ainsi de suite, cette fois-ci, on n'aura qu'à supprimer un seul cookie, c'est le cookie hot. Donc, je mets ici ce Michi là. Pour la suppression de la session et tout, donc, ces deux lignes-là, je vais les mettre en bas. Bien avant ici de supprimer les sessions, je vais également supprimer au niveau de la base de données l'enregistrement pour notre fameux token. Parce que si l'utilisateur décide de se déconnecter, plus besoin de garder ici cet enregistrement au niveau de la base de données. Donc, j'aurai besoin de config database. Donc, je mets ici require. Va dans le dossier config, tu vas trouver database.php. Donc, je peux inclure mon fichier comme cela. Ensuite, je vais faire une petite requête $db +1. Je vais dire que, s'il te plaît, mon gars, supprime-moi au niveau de la table hot tokens. Donc, je mets ici delete from hot_tokens where, comme cela, user ID est égal à l'identifiant de l'utilisateur qui est connecté actuellement. Donc, ce sera $Q execute. Là, ce sera un tableau et je n'aurai qu'à mettre ici $session user ID. Raison pour laquelle je disais que je ne vais pas détruire la session avant. Je vais détruire la session après parce que j'aurai besoin ici de ce qui est présent au niveau de notre session. OK? Je mets un point virgule. En lieu de mettre 4 ici, c'est $. Et je vais tenter de remettre les informations ici. Donc, je vais mettre ici supprimer l'entrée en BDD au niveau de hot tokens. Et là, ce sera supprimer les cookies et détruire la session. Et là, pour terminer, redirection. Je peux mettre ces trois éléments là et les grouper comme cela. Donc les gars, je crois que maintenant c'est bon vu que le cookie sera supprimé, la session, donc pas de problème. Si je fais maintenant un petit clic droit, je fais inspecter l'élément, je vais tenter de le faire remonter. Vous allez voir que notre fameux cookie sera présent, notre cookie hot est bel et bien présent. Mais lorsque je vais me déconnecter cette fois-ci, notre cookie sera supprimé, il est bel et bien supprimé. Et vu qu'il n'existe pas, on a bel et bien à ce niveau-là une déconnexion. Je vais tout supprimer en base de données afin qu'on fasse un test grandeur nature. Donc normalement au niveau de notre table hot tokens, il n'y a rien et il n'y a aucun cookie. Je vais tenter de me reconnecter à ce niveau. Je vais cliquer sur garder ma session active et je clique sur connexion. Automatiquement je suis connecté, le cookie est créé. De même que à ce niveau-là, il y aura une entrée qui sera créée. Si l'utilisateur décide à ce niveau-là de se déconnecter, il va cliquer sur déconnexion. Automatiquement, il est bel et bien déconnecté. On a notre cookie hot qui est supprimé. On va vérifier est-ce que
l'entrée également supprimer en base de données. Chez Bon, vous voyez, il n'y a plus rien en base de données. Maintenant, je vais vérifier est-ce que le système de garder ma session active en lui-même fonctionne. Donc là, je ne vais pas me déconnecter et je vais fermer le navigateur. Je vais réouvrir ce fameux navigateur. Donc, je vais faire ne plus afficher ce message. Je vais tenter de bien le placer pour qu'il puisse s'adapter à l'écran d'enregistrement. Je crois que c'est déjà bon. On va taper localhost 8000. Donc, je mets localhost 8000. Et là, normalement, je dois être connecté automatiquement. Supprimer. Et chez Kebam, vous voyez, les gars, je suis connecté automatiquement à ce niveau-là parce que mon cookie existe toujours. Normalement, dans 14 jours, le cookie ne sera plus valide. Ce que vous pouvez faire pour tester, vous pourrez par exemple, en lieu et place d'ajouter 14 jours, ajouter 1 heure. Donc, au niveau de functions.php, lorsqu'on ajoutait 14 jours à ce niveau-là, vous pouvez ajouter 1 heure en mettant ici 1 hour. Ou bien ajouter 1 minute en mettant ici 1 minute. Et normalement, vous pourrez tester. Libre à vous après de le modifier comme vous le souhaitez. Par exemple, ici, on crée un nouveau token si et seulement si l'utilisateur clique sur le bouton déconnexion. Donc, au niveau de logout, vu qu'on aura supprimé ce cookie, donc supprimer également ce token-là, il n'y aura plus de token qui sera trouvé en base de données. Donc, on sera obligé de générer un nouveau token. Mais libre à vous. À chaque fois qu'on vient au niveau de init.php, par exemple, de générer un nouveau token. Je ne vois pas l'intérêt de faire cela, raison pour laquelle on génère seulement un nouveau token si et seulement si l'utilisateur se déconnecte. Donc, la prochaine fois qu'il va décider de pouvoir garder sa session active, un nouveau token sera généré. Alors, les gars, je sais que cette vidéo a été très longue, mais l'idée, c'était vraiment de boucler ce système de Remember Me une bonne fois pour toutes. On saura qu'on aura terminé et on pourra passer à autre chose. Donc pour la vidéo prochaine, nous allons nous intéresser à ce niveau-là, à la modification de mots de passe, de même que le système de mots de passe oublié, ce sera fun. Pour la génération des valeurs aléatoires, si vous vous rappelez, on a utilisé OpenSSL Random Pseudo Byte. Mais on l'avait vu, on pouvait utiliser par exemple la librairie de Anthony Ferrara. Donc je peux mettre ici Random Lib. C'est une librairie qui a été créée par Anthony Ferrara. Donc en lieu de mettre Random, j'ai mis ici Random. Donc c'est cette librairie-là, vous pourrez l'utiliser également pour générer les valeurs aléatoires en lieu d'utiliser OpenSSL. Pourquoi pas, on va le faire avant de clore cette vidéo parce que là, je ne suis pas encore fatigué. Donc, je peux venir au niveau de packages.org comme cela. Et normalement, je vous l'ai dit, c'est là-bas vous avez l'ensemble des packages. Je cherche random libre. Normalement, on doit me mettre le package de Anthony Ferrara. Sûrement, je l'ai mal écrit. Donc, je vais mettre son nom. C'est ASI Max. Voilà, chez Kebam, c'est random-libre. Je sélectionne ce package-là. Ce qu'on nous dit de faire, c'est ajouter cette ligne au niveau de notre fameux fichier composer.json. Pas de souci, je viens à ce niveau, composer.json, je rajoute une virgule et je colle cela. Je peux venir alors faire un petit composer update. Donc, je viens au niveau de la console, je vais faire un petit excite. Je vais couper également le serveur à ce niveau-là. Bon, et je vais faire un petit composer update. Mais bien avant, il faut me rendre au niveau de mon dossier. Donc, je fais cd2. Va dans le dossier XAMPP, htdocs, le dossier tuto, le dossier social network, et tu vas faire composer update. Donc, cette partie est tout simplement facultative. Je le fais juste afin de vous montrer qu'on pourrait utiliser également composer afin de pouvoir se servir d'une librairie tierce, comme par exemple la librairie random lib. Donc là, automatiquement, il va venir lire mon fichier composer.json et installer ce nouveau package-là. Pendant qu'il est en train de le faire, on va cliquer sur ce lien qui va nous permettre de pouvoir savoir comment l'utiliser. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est ce qui est expliqué à ce niveau-là. On met $factory comme cela, on crée notre factory. Ensuite, on a notre fameux générateur. OK. Donc, les gars, surtout, vous pouvez couper cette vidéo, passer à la vidéo suivante. Si vous ne voulez pas toucher à la programmation orientée objet, il n'y aura pas de souci, il n'y aura pas de problème. Vous pourrez continuer cette série sans problème. OK. Donc, je copie cela. Je viens rapidement au niveau de functions.php. En lieu d'utiliser OpenSSL, donc, on va créer notre petit factory. Je vais mettre également tabulation et faire view word wrap afin de pouvoir tout voir. Si je reviens ici, j'ai créé mon factory. Maintenant, on me dit que pour générer une valeur, je pourrais utiliser factory get medium strength generator
Après, je pourrais utiliser ça pour créer mon fameux générateur en lieu et place d'utiliser ce long truc là. Donc ça, c'est tout simplement un raccourci. Pas de souci. Donc je peux enlever cette ligne, la remplacer par cette ligne qui est beaucoup plus courte. Celui-là également, il va vous créer votre algorithme avec comme niveau de sécurité médium. Mais ça, c'est un raccourci. Ok. Donc si je descends maintenant, tout ce que j'aurai à faire, je donne la taille et il va me générer ici cette valeur aléatoire. Donc je copie cela. Nous, on n'aura qu'à mettre cela au niveau de notre token. En lieu et place de 32, c'était 24. Et je vais enlever la variable byte. Nous, on stocke au niveau de token. Je vais faire pareil. En lieu et place de OpenSSL random pseudo 9 ici, ce sera 9, mais en utilisant la librairie randomlib. Vu que je vais utiliser cette librairie, si vous vous rappelez au niveau de users.php, on avait inclus le fichier vendor autoload.php. Donc on va faire pareil au niveau de functions.php. Je vais coller cette ligne là, mais je vais enlever les deux points. Parce que normalement, lorsqu'on va l'inclure, on n'aura qu'à rentrer dans ce dossier vendor et trouver autoload.php. Lorsque je mets vendor autoload.php, cela va me permettre de pouvoir accéder à ce niveau-là à ma fameuse classe. Donc notre classe sera chargée et chez Kebam, je n'aurai pas de problème. Donc là, je crois que tout est bon. Je vais vérifier à ce niveau-là. Tout a bel et bien été chargé. Je peux venir remettre ma connexion à ma base de données. Je vais mettre use boom. Et ensuite, je vais faire un petit trinket de hot tokens afin de tout supprimer. Je reviens au niveau du navigateur. Je vais taper localhost 8000. Donc là, mon serveur est coupé. Il faudra relancer ce serveur-là en tapant phps. Et là, maintenant, ce que je vais faire, inspecter l'élément, c'est supprimer également notre fameux cookie qui était présent précédemment afin de faire un test grandeur nature. Donc, j'actualise ma page. Tout est bon à ce niveau. Je me déconnecte, tout sera supprimé. Je n'ai pas de cookie, je n'ai rien en base de données. Croisons les doigts, je clique sur cela, je clique sur connexion. Tout se passe bien, je suis connecté. Normalement, mon cookie est généré à ce niveau-là. Mais cette fois-ci, en utilisant la librairie randomlib, si je viens au niveau de la base de données, vous allez voir, si je fais un petit select all, donc je vais mettre ici select all from hot token, j'aurai toujours mon sélecteur et j'aurai toujours mon token qui est généré. Mais la seule différence, c'est qu'on utilise la librairie d'Anthony Ferrara. Pour vous prouver que c'est bel et bien cette librairie qu'on utilise, ce que je vais faire, je vais me tromper par exemple en mettant 2 points. Vous allez voir qu'il va me dire qu'il ne trouve pas ce fichier autoload.php. Je vais cliquer ici, faire déconnexion. Lorsque à nouveau maintenant je vais cliquer sur connexion, je dois avoir une erreur chez Kebam. Vous voyez, il nous dit qu'il ne connaît pas autoload.php. Ce qui veut dire que c'est bel et bien la librairie randomlib qui est utilisée à ce niveau-là. On revient au niveau de login.php, on est connecté. On se déconnecte le cookie, tout sera supprimé à ce niveau, pas de problème. Je clique sur garder ma session active connexion. Le cookie est créé à ce niveau. Au niveau de la base de données, on a bel et bien ici tout qui est bien géré. Je ferme cette page, je la relance, je lance localhost 8000 et je dois être connecté automatiquement. Ce petit truc de Skype là, il est cool quand même. Il vient nous mettre un peu de suspense avant qu'on ne puisse savoir si on a été connecté automatiquement ou non. Ok, donc je vais faire supprimer et mamma mia, on est bel et bien connecté automatiquement. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je sais que celle-ci sera probablement la plus longue de la série. J'espère que vous ne vous êtes pas ennuyé et que maintenant vous êtes à mesure de pouvoir créer votre propre système de Remember Me. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Peace.